Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour cette vidéo de cours sur le chapitre O2 et O3 et on va reprendre là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire sur le triangle du feu. Le triangle du feu, résumé de l'épisode précédent, on a vu que pour qu'il y ait une flamme, donc une combustion, il fallait qu'il y ait forcément un combustible, un comburant et une énergie d'activation. En plus de cela, je vous avais conseillé deux vidéos bonus, les flammes colorées pardon, et allumer un feu à la préhistoire. Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille toujours d'aller les voir. Donc on passe à la suite. Hop, la suite, la voilà. On va parler de la combustion du carbone. Donc cette combustion du carbone, vous l'avez faite en activité. Vous avez vu la vidéo que je vous ai proposé de regarder du coup dans l'activité. Et donc on va ensemble revoir des petits extraits pour pouvoir compléter ce cours, ce qui corrigera en même temps l'activité. Si vous faites partie des quelques qui n'ont rien fait du tout, eh bien, profitez-en, prenez cette vidéo pour vous remettre un petit peu dans le bon sens de marche et essayez de comprendre ce qu'il se passe. Nous voici dans l'expérience donc. On va ici regarder l'expérimentateur ouvrir le bocal. Voilà, y verser un fond d'eau. Hop, je mets une petite pause ici parce qu'on avait une question, c'était pourquoi est-ce que l'expérimentateur met un fond d'eau dans le bocal? Alors on rappelle, c'est très simple. C'est parce qu'on va mettre quelque chose d'incandescent à l'intérieur, quelque chose en combustion, donc qui va brûler, donc qui va être très chaud. Si le verre, lui, est très froid, on va avoir ce qu'on appelle un choc thermique. Les molécules du verre vont chauffer très fortement d'un côté, de l'autre, elles vont rester immobiles, et donc entre les deux, la jointure n'est plus possible, ça brise. Donc on met un fond d'eau, comme ça c'est l'eau qui va absorber la chaleur de la flamme, ce qui va faire un effet tampon, ça va temporiser justement, ce qui fait que le verre va rester à une température acceptable pour pas qu'il ne casse. Hop, on remet la lecture donc. On voit que notre expérimentateur va approcher, voilà ici, un tuyau. Ce tuyau envoie du dioxygène pur. Donc on remplit le bocal de dioxygène, on ferme très rapidement derrière, et on approche une bougie avec un fusain que l'on va allumer. Donc le bocal contient toujours du dioxygène pur, pardon. Le fusain s'allume. Donc on a une combustion là du fusain, on voit la petite mèche rouge. Et attention, on ouvre le bocal. Et quand on va mettre le fusain à l'intérieur, dans du dioxygène pur cette fois-ci, voilà ce qu'il se passe. Suspense. On remarque que soudainement, le petit bout incandescent devient une belle flamme, bien rouge. On voit effectivement un fort dégagement lumineux. Alors on voit que le bocal se trouble légèrement. Ok. Et donc le fusain finit par plus ou moins s'éteindre. On va pouvoir y mettre à l'intérieur donc de l'eau de chaud. Donc tous les gaz qui ont été dégagés restent emprisonnés dans le bocal. L'eau de chaud est au fond, elle est transparente, on agite. Et après avoir agité un bref instant, on le voit déjà, elle devient complètement blanche. Ce qui veut dire que notre combustion a dégagé du CO2. Et donc, retour au document de cours. Donc, que se passe-t-il lorsque l'on brûle du carbone dans du dioxygène? Première chose, vu qu'on le brûle, le charbon va être consumé, donc du carbone va disparaître. Si ce carbone disparaît, c'est bien qu'il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Et ce quelque chose, c'est le dioxyde de carbone. Comment on le sait? On a fait un test à l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble, elle devient blanche. Donc, c'est qu'il y a du CO2. Ainsi, on peut dire que, je vais y arriver, voilà, on peut dire que le combustible, c'est le carbone, que le comburant, c'est le dioxygène, et que l'espèce chimique produite, c'est le dioxyde de carbone. Ce qui fait que du carbone plus du dioxygène donne du dioxyde de carbone. Autrement dit, C et O2, ça donne, vous l'avez deviné, CO2. Et là, vous commencez à voir quelque chose d'intéressant, c'est que les atomes au départ se retrouvent à l'arrivée. Autrement dit, ce qui disparaît
semble finalement se réarranger pour donner ce qui apparaît. C'est la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne disparaît, rien n'apparaît, tout se transforme. On va voir ça plus précisément tout à l'heure. Petit schéma pour représenter tout ça. Donc, schéma type élève, ce que j'aurais pu vous demander de faire pour représenter l'ensemble. Vous en aviez déjà un, vous, dans l'activité. Je vous en propose un rapide, simple. On a la différence entre la combustion à l'air libre et la combustion dans le dioxygène pur. À l'air libre, on a une incandescence qui est légère. Dans le dioxygène pur, on voit effectivement que la flamme, que le fusain brûle plus vivant. On rappelle de mettre aussi un petit peu d'eau au fond pour éviter que les bouts incandescents de charbon tombent et créent un choc thermique sur le verre. Alors cette expérience-là, autre que montrer que le carbone est consumé, elle montre aussi une chose, c'est que effectivement le dioxygène est bien le comburant, car on voit bien la différence entre avec peu de dioxygène et avec que du dioxygène. Si cela s'est compris, eh bien on va passer à la suite. La suite, la voici. Combustion du butane. Donc il y a deux parties dans la combustion du butane. Il y a la partie complète et la partie incomplète. Pour bien voir cela, je vous propose de regarder la petite expérience que j'ai faite pour vous. Donc, je mets le cours en pause et on va passer à l'expérience. C'est parti. Et donc, bienvenue dans le vrai monde de la vérité véritable, où cette fois-ci, on va s'attaquer, alors je regarde un petit peu, voilà, on va s'attaquer au problème de la combustion complète et incomplète du butane. Et pour ça, voici le matériel. Donc, j'ai ici un verre transparent, on va voir à quoi il sert. J'ai deux briquets. Ce briquet ici qui me servira pour la combustion incomplète du butane et celui-ci qui me servira pour la combustion complète. On va commencer par la combustion complète. Alors regardez bien la flamme, je vais la mettre ici, voilà. J'allume. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que la flamme est quasi transparente, elle est légèrement bleutée, avec une toute petite pointe rouge au-dessus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le verre et je vais tout simplement allumer mon briquet, la flamme sur le verre. Vous avez vu qu'il s'est passé une petite chose. Je vais recommencer. Voilà. Là, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose. Ce quelque chose, je le mets à l'écran là. On voit que ça s'est flouté. Ici. C'est devenu flou. Alors pourquoi? Je vais recommencer ailleurs. Ici. Là, on le voit beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans les premières secondes où j'allume la flamme, on observe, tout simplement, de la buée. Légère, certes, mais de la buée. D'où vient-elle cette buée? Eh bien, on est d'accord que là, il y a de l'air. Ce verre n'est pas fait en eau, il est fait en verre. Et la seule chose qui différencie le moment où je l'ai là et le moment où je vois pas de la buée, c'est ma flamme. Pourquoi? Tout simplement parce que de ce briquet, de cette combustion-là, j'ai créé de l'eau. Alors on va refaire pour être bien sûr de ce qu'on voit. Je mets le briquet, hop, dans le bon sens c'est mieux. Je mets la flamme. Et on voit très bien la buée apparaître. Je recommence. Enfin, je vais essayer. Ok, donc, eh bien, on remarque que contre toute attente, effectivement, la flamme a l'air de produire de l'eau. Alors, que se passe-t-il pendant la combustion du butane? Première étape, des gouttelettes se forment sur les surfaces proches. Un test au sulfate de cuivre révèle que c'est de l'eau. Alors, le sulfate de cuivre, si vous en rappelez, c'est le programme de 5e, et c'est cette poudre blanche qui devient bleue au contact de l'eau. Le test, je ne l'ai pas fait car je ne suis pas actuellement en possession de sulfate de cuivre, mais si vous le voulez, je pourrais faire une expérience en conditions laboratoires et pas simplement à la maison, pour vous montrer effectivement que cette buée, c'est bien de l'eau. Que se passe-t-il d'autre? Du dioxyde de carbone se forme, et ça, on pourrait le révéler aussi avec un test à l'eau de chaud. Encore une fois, avec le matériel que j'avais, je ne pouvais pas le faire. Donc si je résume, on a du butane, on a du dioxygène qui donne
de l'eau et du dioxyde de carbone. Autrement dit, la formule C4H10 du O2 donne du H2O et du CO2. Alors là, c'est plus comme tout à l'heure. Tout à l'heure, ça faisait C et O2 donne CO2. Là, c'est plus exactement pareil. On va voir pourquoi au prochain chapitre, mais remarquez quand même une chose, c'est que là, j'ai du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. De l'autre côté, j'ai aussi du carbone, aussi de l'hydrogène et aussi de l'oxygène, et je n'ai rien d'autre. Ce qui fait qu'au moins, on est sur une chose, les atomes ici, on retrouve le même type d'atome de l'autre côté. Et ça ne change pas. Alors, je reprends quand même un petit point extrêmement important. À la précédente vidéo, j'avais bien dit que l'eau n'est absolument pas le contraire du feu, hein. Et maintenant, on a encore mieux que ça, c'est que le feu peut carrément produire de l'eau. Donc c'est fini, hein. On arrête tout ce délire de le feu, c'est l'inverse de l'eau, blablabla. C'est faux. Voilà, donc vous pourrez vous la raconter maintenant, hein, auprès des copains, copines, dire Pokémon ou ce que vous voulez. Voilà, l'eau qui combat le feu, ou Avatar, ou n'importe quoi. C'est faux, c'est n'importe quoi, on arrête. Ou simplement pour rêver si on veut, mais dans la vraie vie véritable, c'est pas ça. Bon, bah alors si on a fait la combustion complète du butane, on va passer à la combustion incomplète, juste en dessous. Et là, eh bien, à tout de suite, on repart pour une petite vidéo d'expérience. Et donc on repart pour la combustion incomplète cette fois-ci. La incomplète, hop, mauvais briquet, la incomplète, là, on regarde la flamme. La flamme est bien plus impressionnante, mais surtout on voit qu'il y a toujours l'aspect bleuté au départ, mais on part sur du rouge orangé, alors plutôt orangé en fait, sur le haut de la flamme. Je vais refaire la même expérience que tout à l'heure. Alors on avait dit que une buée s'en dégageait, buée qui correspond à une apparition d'eau. Là ici, si je mets la flamme, j'ai autre chose qui se passe. On le voit très très bien. J'ai une couleur noire marronasse qui apparaît. Cette couleur, on pourrait se dire, oui, bah, c'est le vert qui a brûlé. Sauf que, regardez, alors, je me suis mouillé les doigts avant. Regardez bien, hop, ce noir, je le récupère, le vert en dessous est intact. On peut même gratter un, voilà. On voit bien que ça s'enlève. Donc, si ça s'enlève, c'est que ça ne vient pas du vert. Donc, comme tout à l'heure, si ça ne vient pas du vert, ça ne vient pas de l'air, ça vient forcément de ma flamme. Donc cela est bien étrange car on a a priori les mêmes produits au départ et on obtient un résultat différent. Alors qu'est-ce qui peut faire que la combustion est dite incomplète? Il y a un détail que je ne vous ai pas donné, c'est comment j'ai fait deux flammes différentes avec ces briquets. Ces briquets ont une petite molette réglable qui permet d'envoyer plus ou moins de butane. Lorsque j'envoie peu de butane, j'ai une combustion complète. Lorsque j'envoie beaucoup de butane, elle est incomplète. Donc finalement, qu'est-ce qu'il se passe? D'un côté, j'ai un peu de butane, le dioxygène de l'air, elle est complète. De l'autre côté, j'ai beaucoup de butane et peu de dioxygène finalement par rapport à ça, elle est incomplète. Donc en fait, s'il y a trop de combustible par rapport au comburant, le combustible ne brûle que partiellement. Et vous allez voir qu'effectivement, cela est logique. Alors, les conséquences d'une combustion incomplète, on ne l'a pas fait, je suis allé un peu vite. Sachez une chose, c'est qu'il y a un produit qu'on ne peut pas détecter lors d'une combustion incomplète. Ce produit, c'est le monoxyde de carbone. Alors, on va simplement faire un rappel sur c'est quoi le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est une molécule proche du CO2, sauf que elle est bien plus toxique que cette dernière. Et donc, les combustions incomplètes dans la vie de tous les jours, on essaie de les éviter. Alors bien sûr, c'est pas avec un briquet que vous allez vous intoxiquer, mais une combustion incomplète de butane à long terme dans une cuisine, par exemple, si elle n'est pas aérée, vous allez la remplir de monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, vu qu'il ressemble beaucoup au CO2, vous allez le respirer sans vous en rendre compte et vous intoxiquer petit à petit. Donc, pas bien. Alors, pas bien certes, mais on va quand même regarder ce qu'il se passe. Donc, on a le butane, le dioxygène, c'est-à-dire ça fait C4H10 pardon, et O2. Ça donne quoi? De l'eau, H2O,
Ça donne du dioxyde de carbone, CO2, et ça donne aussi, du coup, cette espèce de couche noire. Qu'est-ce que ça peut être? Tout simplement du carbone, autrement dit du charbon. Et donc on a dit de l'homoxyde de carbone. Alors là, ça devient intéressant, juste pour le charbon quand même. C'est-à-dire que là, en brûlant du butane, donc le fameux C4H10, si je ne mets pas assez de dioxygène et que je mets trop de butane, j'obtiens du carbone. Mais sauf que le carbone revenait un peu plus tôt, hop, on a mis qui brûlait lui aussi le carbone avec du dioxygène. Est-ce que vous vous rappelez la couleur de la flamme du carbone? C'est plutôt rouge-orangé. Et il se passe quoi déjà quand on a une combustion incomplète? Elle est de quelle couleur la flamme? Elle est elle aussi de couleur rouge-orangé. En fait, quand vous faites une combustion incomplète du butane, ce qu'il se passe, c'est que vous brûlez à la fois le butane, c'est la flamme bleue, et vous brûlez du carbone par-dessus, c'est la flamme rouge-orangé. Vous brûlez en fait deux choses. Il y a deux combustions en une. Ce qui fait que si jamais j'avais apporté plus de dioxygène, la flamme n'aurait pas été bleue et rouge, enfin bleue et orange, orange plutôt, elle aurait été complètement bleue et le carbone n'aurait pas pu se produire, il aurait été immédiatement brûlé. D'ailleurs, le résidu orange, si j'avais pris effectivement une nouvelle flamme, cette fois-ci avec assez de dioxygène, j'aurais pu la brûler elle aussi. Donc vous voyez qu'au final, la combustion, bah, elle peut en cacher une autre. Il ne suffit pas de brûler quelque chose pour qu'il brûle complètement. Il faut le bon équilibre entre le combustible et le comburant. Trop de combustible, eh bien vous produisez d'autres choses qui ne peuvent pas brûler et qui auraient brûlé en temps normal. Vous ne créez pas la même réaction chimique, il n'y a pas les mêmes produits. Et donc, maintenant que tout cela est dit, on passe à la fin, à la toute fin. Donc le cours est terminé. On va juste ici regarder le résumé en image de ce cours. Alors le résumé en image, il y a plusieurs étapes. Et il y a surtout ici, vous le voyez, j'en ai déjà parlé, ce petit QR code qui renvoie vers cet épisode de C'est pas sorcier, qui résume un petit peu tout ce que je dis en apportant des compléments, euh, faits avec des expériences, des maquettes. En gros, c'est ce que je viens de faire en plus complet et plus professionnel avec plus de budget. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille vivement, vivement d'aller voir. Bon, alors nous, on va reparler du cours. Donc le cours. Le triangle du feu. Donc pourquoi le feu se propage? Rappel rapide, pour qu'il y ait une combustion, il faut un combustible, un comburant et une énergie d'activation. Ça, c'est la base. S'il n'y a pas l'un des trois, il n'y a pas de combustion. Mais on rappelle que la combustion, la flamme donc qui est produite de la combustion, c'est très chaud, ce qui fait qu'elle peut elle-même servir d'énergie d'activation. Et donc si à côté j'ai un combustible et un comburant, ma flamme apporte une nouvelle énergie d'activation, je forme un deuxième triangle du feu, et donc j'ai de nouvelles combustions qui vont elles-mêmes servir d'énergie d'activation, et ainsi de suite. C'est comme ça que donc on a la propagation des incendies. C'est par combustion successive. Ensuite, on passe à la combustion du carbone. On avait vu que le carbone, c'est, si je mets du O2, j'obtiens CO2. Donc c'est immédiat, hein, on comprend très bien ce qu'il se passe, et là, encore une fois, on retombe sur ce que disait Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mon carbone et mon O2 se sont assemblés pour faire CO2. En dessous, c'est plus complexe. Si je mets du C4H10, donc du butane et du dioxygène, O2, si j'ai assez de O2, j'obtiens du CO2 et de l'eau. Mais si j'ai trop de C4H10, donc trop de butane et qu'il me manque du O2, je ne vais pas pouvoir brûler complètement ce butane. Et donc je vais quand même créer du CO2 et de l'eau, mais je vais aussi créer du monoxyde de carbone et du carbone. Alors vous dites, mais monsieur, pourquoi est-ce que autant là C et O2, bah, ça marche, ça fait CO2, pourquoi est-ce que là on n'a pas la même chose à gauche et à droite? Eh bien en fait si, on a la même chose à gauche et à droite, mais il va falloir se creuser les méninges pour équilibrer tout ça. Et ça tombe bien, car c'est le sujet du prochain chapitre. Et donc transition, hop, c'est de la magie. J'ai tourné ma page virtuelle et me voici donc sur O3 avec vous. Alors, le chapitre O3, son titre, les réactions chimiques. Donc vous l'avez compris, on a vu les combustions qui est un type de réaction chimique et là on va voir plus à proprement parler
ce que sont que les réactions chimiques. Donc, pour prendre exemple, hein, on va utiliser ce qu'on connaît. On a la combustion du carbone et la combustion du butane. On sait que on a des molécules et atomes qui vont disparaître. Donc le carbone dioxygène dans le cas de la combustion du carbone, le butane dioxygène dans celle de la combustion du butane, et on a des espèces qui vont apparaître. Eh bien, ces espèces qui disparaissent, on va les appeler réactifs. Ces espèces qui sont produites, on va les appeler produits. Autrement dit, deux molécules qui réagissent entre elles sont les réactifs, et des molécules qui sont produites lors d'une réaction sont les produits. Hein, on n'est pas allé chercher ça bien loin. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Vous n'êtes pas censé vous tromper là-dessus. Donc, conclusion, c'est ce que je viens de dire. Les espèces qui réagissent sont les réactifs, les espèces qui sont produites sont les produits. Et donc, c'est là que c'est intéressant. Une réaction chimique, c'est quoi? C'est un réarrangement des atomes des réactifs pour former les produits. Autrement dit, je vais prendre tous les atomes de mes réactifs, les désassembler, puis les réassembler en formant de nouvelles molécules. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas inventé, ajouté ou enlevé d'atomes. Je n'ai pu utiliser que les atomes qui étaient déjà présents dans les réactifs pour former les produits. C'est vraiment du Lego. J'ai désossé ma première construction, j'ai toutes les pièces de Lego, je vais pouvoir les réassembler de manière différente. Ça, c'est une réaction chimique. Alors petit point standard, hein, quand on écrit une réaction chimique, on écrit les réactifs plus l'autre réactif ou les autres réactifs, une flèche et les produits. Éventuellement, comme j'ai fait là, on peut rajouter des plus s'il y a plusieurs produits. Voilà, c'est comme ça que l'on doit que l'on doit rédiger plutôt une équation chimique. Les réactifs, les uns plus les autres, donnent les produits les uns plus les autres. Voilà. Maintenant que c'est fait, on passe à la suite, conservation de la matière. Alors, je n'ai malheureusement pas pu faire l'expérience à la maison, car il me manque beaucoup trop de matériel, mais heureusement pour vous, j'ai une petite vidéo sur le côté, vous avez le QR code, le lien, et ici, l'hyperlien qui vous permet directement de cliquer dessus et d'aller sur la page web, d'une vidéo qui vous montre la réaction entre du calcaire et de l'acide. Donc, l'acide chlorhydrique, c'est une molécule, son nom c'est HCl, enfin son nom, c'est la molécule d'acide chlorhydrique, c'est HCl, vous la retrouvez ici. H pour hydrogène, Cl pour chlore, d'où le nom chlorhydrique. Hydrique c'est pour hydrogène, chlore c'est pour chlore. Hein, voilà. Et du calcaire. Le calcaire, sa formule c'est CaCO3. Ce qui veut dire que dans mon calcaire, j'ai du Ca. Le Ca c'est le calcium. J'ai du C, c'est le carbone. Et j'ai 3 O, donc 3 oxygènes. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe quand je mets ce calcaire et cet acide chlorhydrique ensemble? Eh bien, vous le voyez à l'écran. On a une effervescence et le calcaire disparaît peu à peu. Bon alors, si on veut du coup revenir à l'équation chimique, ce qu'il se passe c'est quoi? C'est qu'on forme du chlorure de calcium, CaCl2, de l'eau, H2O et du dioxyde de carbone. Cette effervescence, donc c'est que c'est un gaz, donc en fait ce gaz c'est le CO2. Et donc encore une fois, on peut le tester avec, vous l'avez, et oui, avec de l'eau de chaud. On met un peu d'eau de chaud, si elle se trouble, c'est qu'il y en a, et si on l'avait fait, on en aurait trouvé. Alors pourquoi est-ce que, à la toute fin de l'expérience, le calcaire semble complètement avoir disparu? Tout simplement parce que le chlorure de calcium est soluble dans l'eau. Ça c'est un rappel, soluble ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se mélange parfaitement à l'eau. Quand vous mettez du chlorure de calcium dans de l'eau, il va se dissoudre. Les molécules de chlorure de calcium vont se mélanger à celles de l'eau. On ne verra plus du tout la différence entre l'eau et le chlorure de calcium. L'eau qui est produite se mélange très très bien avec l'eau, hein, voilà. Et donc ce qui fait qu'on a cette sensation que tout a disparu. Mais si vous regardez la petite vidéo du QR code, vous allez voir effectivement que ça, on peut le tester expérimentalement. On peut voir que rien n'a disparu. Comment?
Eh bien tout simplement en pesant l'ensemble avant et en pesant l'ensemble après. Maintenant que vous avez connaissance des atomes et molécules, vous savez que tout se réarrange, rien ne disparaît, ce qui fait que même si on ne voit plus le morceau de calcaire à la toute fin, les atomes qui le composaient n'ont pas disparu, ils se sont juste réarrangés, et donc on aura exactement la même masse avant et après. Encore une fois, je vous conseille de voir la petite vidéo du QR code qui détaille la démarche et montre effectivement comment est-ce qu'à notre échelle, nous, on peut démontrer cela. Et bien si c'est bon, on va passer à la suite. Hop là voilà la suite, ma partie préférée. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Ceux qui aiment les sudoku et jeux comme ça, vous allez vous régaler, car là, ce n'est plus que du jeu. Si, si, je vous assure, faites semblant d'y croire, c'est du jeu. Donc, on va équilibrer les équations de réaction chimique. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a dit que ben, C et O2, ça fait CO2, pas de souci. Mais dès qu'on mettait le butin avec CH4, on avait des petits soucis. Eh bien, c'est simplement que je n'avais pas équilibré les équations. Car effectivement, si tous les atomes au départ doivent arriver à la fin, eh bien, il va falloir faire quelques petits changements dans les équations pour que cela tombe juste. Alors, on va revenir un petit peu sur notre réaction ici du CaCO3 et du HCl. Je rappelle que CaCO3, c'est le calcium. C'est le calcaire. Donc, j'ai mon calcaire, j'ai mon acide chlorhydrique et j'ai les produits. Qu'est-ce que l'on va faire? On va déjà faire l'inventaire de tous les atomes dans les réactifs. Alors dans les réactifs, on a du Ca, on a du Cl, on a du C qui est ici, on a du O et on a du H. De l'autre côté, on vérifie, c'est pareil, Ca, on l'a ici, Cl, on l'a aussi, C, il est ici, O, il est ici, H, il est ici, et il n'y en a pas plus. Donc ce qui veut dire qu'on a déjà les mêmes types d'atomes à gauche et à droite, ça c'est parfait. Maintenant, on va compter. Alors, Ca, il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien, donc c'est-à-dire que j'en ai un. C, pareil, pas de chiffre, j'en ai un. O3, là j'ai ce petit 3 ici, donc ce qui veut dire que j'en ai 3. HCl, pas de chiffre, j'en ai un. Cl, pas de chiffre, j'en ai un. Mais devant HCl, j'ai 2. Ce qui veut dire que j'ai 2 molécules de HCl. Ce qui fait qu'il va falloir compter 2 fois un atome de H et 2 fois un atome de Cl, donc de chlore. Je fais les comptes, j'ai un calcium, 2 chlore, un carbone, 3 oxygènes, 2 hydrogènes. Je passe de l'autre côté. Attention, Ca, j'en ai un. Cl2, on voit qu'ici il y a un petit 2, ce qui veut dire que des Cl, j'en ai 2. H2O, donc H, il y en a 2. O, il y en a un seul. CO2, C, il y en a un seul. O, il y en a 2. Je fais les comptes. Un calcium, 2 chlore, un carbone, 3 oxygènes, 2 hydrogènes. J'ai la même chose à gauche et à droite. Ma réaction est donc bien équilibrée. C'est ce qui fait que, effectivement, j'ai la même masse avant et après. C'est tout simplement parce que j'ai exactement le même nombre d'atomes avant et après. Alors, petit point très, 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 très important. Alors, pourquoi je dis important? Parce que les élèves ont tendance à faire l'erreur en boucle jusqu'à la terminale, voire au-delà, et ce n'est plus possible. Donc là, tous ceux qui écoutent la vidéo, concentrez-vous. Même ceux qui ne veulent pas aller jusqu'à la terminale, concentrez-vous quand même. Il faut faire différence entre les chiffres qui sont dans les molécules, comme là, et les chiffres qui sont devant, là. Quand je vois CaCO3, le chiffre est dans la molécule, ce qui fait que dans ma molécule entière, je vais avoir 3 oxygènes. Ou là, CaCl2, dans ma molécule, je vais avoir 2 chlore. Maintenant, si je vois 2 HCl, c'est simplement que je vais avoir 2 fois cette molécule. Tout simplement. CO2, je n'ai qu'une molécule, mais dans ma molécule, j'ai 2 oxygènes. C'est bon, c'est imprimé pour tout le monde? Ok, bon, à la suite. Alors, la suite. Eh bien, on va parler des règles du jeu. Les règles du jeu, les voici. Alors, vous avez des réactions chimiques. On va en prendre une. Par exemple, CH4 plus O2 égale enfin égale CO2 plus H2O, sauf qu'on ne sait pas combien il y en a de chaque.
Je vous ai mis ici les différentes étapes pour réussir à résoudre le problème. D'abord, ce que je vais faire, c'est de vous donner les règles. Les règles, c'est très simple, c'est que vous avez une énigme, vous avez un certain nombre d'atomes de chaque type à gauche, vous devez retrouver exactement le même nombre à droite. Les réactifs ici, je dois avoir les mêmes atomes que les produits ici. Bon, sauf que là, on voit que c'est pas du tout le cas. Carbone, j'en ai 1, oxygène 2, hydrogène 4. Là, 1, ça marche. Par contre, là, j'en ai 3 au lieu de 2, et là, j'en ai 2 au lieu de 4. Donc, c'est là où on va commencer à jouer. Première étape, je vous demande de réécrire l'équation de la réaction, et en dessous, on fait la liste des atomes présents. C'est ce que j'ai déjà fait là. Je réécris ma réaction, et je fais la liste. 2, on va compter le nombre d'atomes de chaque côté. Hop, ça c'est fait ici, ça c'est fait ici. Donc ça, en fait, on l'a déjà fait. 3, on compare, pareil. Je vois que ici, carbone ça va, oxygène ça va pas, hydrogène ça va pas. Et donc, on va passer maintenant à la résolution. On passe à l'étape 4. Donc, vous voyez que l'étape 1, 2, 3, elle est rapide, hein. Étape 4, l'astuce, c'est de ne pas partir dans tous les sens. On choisit juste un seul type d'atome à équilibrer. Ici, ben, on va choisir d'équilibrer soit l'hydrogène, soit l'oxygène. Hein, c'est les deux seuls qui a équilibré, puisque le carbone est déjà équilibré. Donc, on va choisir un des deux. Alors, l'astuce, c'est de voir lequel est le plus simple. Comment on voit ça? Eh bien, regardez, l'oxygène, à gauche, là, vous le voyez, il est dans une seule molécule. Parfait. L'hydrogène, il est aussi dans une seule molécule. OK. Par contre, à droite, dans les produits, l'oxygène est dans les deux molécules, alors que l'hydrogène est que dans une seule molécule. Ce qui fait que vu qu'il apparaît qu'une seule fois, hydrogène à gauche et à droite, il sera beaucoup plus simple à équilibrer. Donc l'oxygène, on le met de côté, on équilibre que et uniquement que l'hydrogène. Alors, ici j'en ai 4, là j'en ai 2. Vous avez la solution, j'ai directement ici mis un 2. Ce qui fait que ça fait 2 fois 2, on obtient 4. Alors je répète, attention, vous ne pouvez changer que le nombre de molécules. Vous ne pouvez pas rajouter d'atomes ou de molécules. Vous ne pouvez que mettre des 2, des 3, des 4, mais rien de plus. Je ne vais pas m'amuser à rajouter à côté, par exemple, plus 2 O2 ou H ou ce que vous voulez. Non. J'ai juste mis un 2 ici à la place des pointillés. Donc je dis qu'il y a 2 molécules d'eau. Si je fais ça, mes 2 molécules d'eau, ça me fait 4 atomes d'hydrogène. C'est bon, j'ai équilibré les hydrogènes. Alors par contre, l'oxygène n'est toujours pas équilibré. Là, ici, j'en ai 4, et là, ici, j'en ai 2. Comment je fais? Eh bien, je passe à la suite. La suite, c'est tout simplement, une fois que j'ai équilibré au moins un des atomes manquants, je fais la même chose finalement pour l'atome restant. Donc je reprends doucement. Étape 4, je choisis un atome. Nous, on a choisi l'hydrogène parce qu'il apparaît qu'une seule fois à droite et qu'une seule fois à gauche, qu'une fois réactif, qu'une fois produit. Étape 5, on ajoute des coefficients multiplicateurs sur les molécules seulement pour équilibrer l'atome choisi. Je vais équilibrer l'hydrogène, il m'en faut 4, j'en avais 2, je mets 2 comme coefficient, ce qui fait que 2 fois 2 donne 4. Ok, donc j'ai équilibré mes hydrogènes. Étape 6, on rééquilibre les atomes qu'il reste à équilibrer. Et donc moi, ce qui reste à équilibrer, c'est l'oxygène. Je vois que à droite, pardon, j'en ai 4, à gauche, j'en avais 2. Je n'ai qu'à rajouter ici un 2 devant le O2, ce qui me fait que 2 fois 2 égale 4. Et là, c'est fini, j'ai équilibré ma réaction. Donc je peux dire à la toute fin que CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. C'est tout, voilà. Donc encore une fois, vous voyez vraiment comme un petit jeu, hein. C'est un jeu de piste, c'est un jeu de calcul, c'est comme le Sudoku ou autre jeu du style. C'est une énigme. Vous avez une équation, vous avez des molécules, et vous devez trouver exactement à chaque côté le même nombre d'atomes en ne pouvant changer que le nombre de molécules. Et donc je vous donne les 6 étapes ici. C'est ultra détaillé, hein, parce que 6 étapes, en fait, on pourrait le faire en beaucoup plus court, mais je préfère faire plus d'étapes simples plutôt que des grosses étapes complexes. Donc on reprend une dernière fois et après je vous laisse tranquille, on aura fini. Je regarde le type d'atome de chaque côté, c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, je compare
le nombre. Une fois que j'ai comparé le nombre, je choisis un des atomes manquants à équilibrer. Là, dans notre cas, l'hydrogène, parce qu'il n'apparaît que dans une molécule à gauche et que dans une molécule à droite. Une fois que c'est fait, je rajoute les coefficients qui vont bien devant la molécule que j'ai choisie pour arriver au même nombre d'atomes à gauche et à droite, enfin d'atomes que j'ai choisi. Une fois que cet atome-là est équilibré, je passe à l'atome suivant et je fais exactement la même chose. Donc par exemple là, O2, j'ai fait 2 fois O2 pour arriver à 4 oxygènes. Et là, c'est bon, c'est équilibré. Voilà. Je vous proposerai une vidéo courte de la correction de l'exercice que je vous ai proposé en lien avec ce cours. C'est fini, j'espère que ça vous a plu, ou du moins que ça n'a pas été trop casse-pied à regarder, et je vous dis à une prochaine vidéo.